Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio. Dans cet épisode de décembre 2024, on va tout d'abord faire le tour de l'actu radio. Puis Rémi Bertolon nous fera une analyse des écrans pubs sur les généralistes le matin. Julien Vigier nous partagera ensuite ses carnets d'écoute avec 2 podcasts et une émission de Move. Rémi recevra ensuite Kevin Pinto, journaliste de Combini, et qui a fait récemment un article extrait audio à l'appui sur les émissions FM des années 90 qui ne pourraient plus être diffusées aujourd'hui. Love and Fun, le Morning d'Arthur, Maurice Radio Libre, etc., etc. Enfin, pour la grande interview, Julien est allé interroger le journaliste Frédéric Carbone. Il anime le 12-15 de France Info, qui est devenu 2e radio de France devant RTL. Avec 15 ans de maison, Frédéric revient sur ses sondages, sur les évolutions de la grille de France Info ces dernières années, sur l'art de faire de l'info juste dans un contexte d'opinion de plus en plus polarisé, et enfin sur les rapports de la radio avec la chaîne de télé homonyme. Des ondes Vocast. Les Radio Days Europe reviennent en mars 2025 à Athènes, en Grèce. 3 jours de conférences animées par les plus grands pros européens de la radio et de l'audio. Des ondes Vocast est, comme chaque année, partenaire presse et sera présent sur place. Quant à vous, vous pouvez obtenir 50 € hors taxe de réduction sur votre billet avec le code promo DOV25ATH. DOV comme des ondes Vocast, 25 comme 2025 et ATH comme Athènes. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on attaque à présent notre Zoom Actu. Et on parlait à l'instant des salons radio. Eh bien, il y a aussi le Paris Radio Show qui revient lui aussi. Ce sera fin janvier à Paris et c'est gratuit pour la plupart des visiteurs. Des ondes Vocast sera aussi sur place et nous enregistrerons d'ailleurs là-bas notre podcast de février. Alors venez nous faire un petit bonjour. Dans l'actu aussi, le groupe Bauer Media récupère la licence de NRJ en Norvège à partir de 2025. Elle était jusque-là détenue par le groupe P4. L'actu aussi, ça a été les sondages avec la sortie d'Europe 2 du sondage Île-de-France, une première. Nova, elle, qui atteint à nouveau le point d'audience cumulé en national. Et enfin, RTL qui est doublé par France Info en natio. On en reparlera tout à l'heure dans notre grande interview avec Frédéric Carbone. Enfin, RMN en Bretagne est reprise par la radio nazérienne RCA. La radio gardera son identité propre et ses équipes. Nous avions invité Franck Gergaud, patron de RCA, pour en parler. Tout était calé, mais ce dernier s'est décommandé en dernière minute. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Oui, salut Olivier, salut tout le monde, ravi de vous retrouver, de parler un petit peu de radio avec vous tous. Tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam pour de nombreuses radios en France. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à la quantité de pubs sur les généralistes le matin. Oui, car en fond, dans le débat, on dit souvent que RTL est en perte de vitesse face à France Inter, notamment à cause de la publicité. Alors bien sûr, dans cette démonstration qui va suivre, le but n'est pas de dire que France Inter passe moins de pubs que RTL, car tout le monde le sait, mais au final, vous serez surpris. Alors comment a été réalisée cette étude ? On a sélectionné 1 heure d'antenne entre 8h et 9h. L'écoute a été faite le lundi 24 novembre 2024. Le chrono s'enclenche au lancement du top horaire de l'animateur et on n'a retenu que les tunnels de pub sans les sponsors dans la tranche et sans les autopromos. En ouverture, je dis bien en ouverture. En revanche, s'il y a des jingles, des petites promos ou autopromos dans l'écran, on l'a conservé car ça contribue à l'effet tunnel. On va donc donner nos résultats sur France Inter pour commencer, la radio leader dans les sondages, puis RTL qui est à la traîne, et puis on terminera avec RMC. Commençons avec le 7-10 sur France Inter animé par Léa Salamé et Nicolas Demorand. France Inter, il est 8h. Ça c'est le top horaire. Alors pour être honnête, je pensais que France Inter passait plus de pubs que ça, vous verrez.
Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, le lancement du journal de 8h, un long journal, ce sera le plus long des 3 radios qu'on a écouté pour cette séquence, qui s'arrêtera donc à 8h21. Nicolas Demorand qui fait son teasing, autopromo et publicité. Et dans un instant, le grand entretien avec Boris Johnson qui publie ses mémoires. 1 minute de publicité, un écran d'1 minute, pas plus. Et ensuite, l'auditeur d'Inter se retrouve avec ses interviews et son contenu jusqu'à 8h51. Ce sera le deuxième et dernier écran. Découvrez le nouveau film de Michel Hazanavicius. Il était une fois un pauvre bûcheron et C'est peut-être un partenariat là en plus. Donc l'écran, 1 minute là aussi. Donc 2 minutes au total, c'est vite calculé. On continue avec RTL Matin, 7h-9h. Thomas Soto, Amandine Bégaud. Il est 8h. RTL Matin. Thomas Soto et Amandine Bégaud. Et le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. On est donc parti pour le journal de 8h sur RTL. Ça s'arrêtait à 21 pour Inter. Et là, il est plus court forcément. 8h13. Terminé pour le journal et on enchaîne avec un écran pub sans auto-promo. Dans nos caves, Dans nos rayons dans nos bars, ou dans nos restaurants. les Beaujolais nouveaux arrivent. Et Rendez-vous. ça va durer 3 minutes et 30 secondes. Un deuxième écran pour cette demi-heure à 8h25. Même mécanique, un jingle court. Et c'est parti pour 3 minutes de publicité. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui arrive pour son deuxième œil. À tout de suite sur RTL. Donc vous l'avez noté, de l'humour. Il y a le rappel des titres aussi à 8h30. Et puis on enchaîne rapidement, 8h35. Autre écran publicitaire, jingle et les messages pubs. L'amour ouf. Qui vient de franchir le seuil de 4 millions de spectateurs en salle ce week-end. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À tout de suite. RTL Matin jusqu'à 10h. Chez Opel, le mois de novembre rime avec électrique, mais aussi... Donc là, il est plus court, 2 minutes. Et puis on arrive sur le dernier quart d'heure, entre 8h45 et 9h. Vous le savez, là, il y a Laurent Gérard, de l'humour et de la pub. Comme c'est un quart d'heure très écouté, eh bien, vous aurez droit à 2 écrans. Un avant et après Laurent Gérard. 8h47, vous avez 2 minutes 30 de pub. Mais avant cela donc, Laurent Gérard, Jade, c'est dans un instant. RTL Matin. Thomas Soto et Amandine Bégaud. Allez pro avec la Poste Pro. C'est donc Laurent Gérard qui vient juste derrière et 8h58, le tout dernier écran. Et on vous expliquera si le gouvernement a vraiment tenu ses promesses avec les agriculteurs ou s'il les a quelque peu enfumées. À tout de suite. RTL Matin. Thomas Soto et Amandine Bégaud. Allez, donc au total, c'est 13 minutes de publicité en 5 écrans entre 8h et 9h. Alors, on peut pas dire que ces écrans ils soient très longs, entre 2 minutes et 3 minutes 30, mais ils sont super réguliers. Il y en a quasiment tout le temps. Ça donne un programme haché et c'est pas du tout le choix qui a été fait de la part de RMC. Justement, Apolline Matin sur RMC, animé par Apolline de Malherbe. Comme vous le savez, ça commence avec le journal de 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très bon lundi à tous, il est 8h. RMC, Apolline Matin. Le journal de Rémi Inc. Bonjour Rémi. Bonjour Apolline. Alors, souvenez-vous, France Inter, un journal de 21 minutes. RTL, un journal de 13 minutes. Et sur RMC, ça sera le plus court pour cette démonstration. 8 minutes. À 8h08, lancement après teasing et autopromo du premier écran publicitaire, 2 minutes 45. À tout de suite sur RMC. Puis d'ailleurs, si vous êtes au bistrot, vous nous appelez au 3216 pour témoigner et nous parler de votre bistrot et de vos habitudes. À tout de suite. Pourquoi MAF Pro? Et là, on peut le dire, l'auditeur d'RMC est tranquille puisqu'il va attendre 8h27 pour avoir un deuxième écran. Ça sera juste après la météo, le sponsor météo, et avant la grande interview. C'est pour ça que cet écran sera le plus long de cette démonstration, 4 minutes et 20 secondes. Et dans un instant, mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va parler prix, on va parler des difficultés de ses concurrents, Auchan qui licencie, Casino qui ferme. Mais on va aussi, bien sûr, parler de la colère des agriculteurs. Ils en veulent beaucoup à la grande distribution. Ils estiment que les prix ne tiennent pas compte du prix de production de la matière première. La réponse de Michel-Édouard Leclerc, c'est dans un instant. Pourquoi MAF Pro? Bon, la MAF, il communique, il paye les ouvertures d'écran. Donc voilà, et puis enfin, 8h53, ça sera le troisième et dernier écran pour RMC. Il y a un teasing avec les grandes gueules, une autopromo, et ensuite, un mini-tunnel de 3 minutes et 30 secondes. En direct avec nous, voilà le programme des grandes gueules, c'est entre 9h et midi. A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules.
Mais peut-on trouver une solution? Allez, la synthèse. Alors évidemment, pour France Inter, quasiment pas de publicité, mais le comparatif intéressant ici, c'est entre RTL et RMC. Et 10 minutes, 30 secondes de pub en cumulé sur RMC en seulement 3 écrans, alors que vous avez 13 minutes de pub sur RTL en 5 écrans. Alors pour faire simple, il s'écoule en moyenne 19 minutes entre 2 écrans sur RMC et seulement 9 minutes entre 2 écrans sur RTL. C'est une moyenne qui prouve que effectivement, il y a une pression supplémentaire sur l'auditeur avec un conducteur qui ne joue pas en la faveur des audiences. Merci Rémi. Et d'ailleurs, pour être complet, tu as aussi calculé pour Europe 1, 4 écrans publicitaires sur la même tranche horaire. L'auditeur va entendre 9 minutes 40 de pub et il s'écoule en moyenne 14 minutes entre 2 écrans. Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour parler des libres antennes des années 90. Des ondes Vocast. Et j'accueille à présent Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier et salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. C'est l'épisode de décembre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Julien, tu diriges la société VO2X, agence de production audio pour les entreprises, et tous les mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Et pour commencer, ce mois-ci, tu reviens sur un ancien épisode du podcast Transfert lié à une actualité récente. Oui, avec un épisode du podcast Transfert. Très connu, le podcast de Slate, très ancien d'ailleurs, l'un des tout premiers podcasts avec énormément de numéros. Il faut remonter le 26 octobre 2023 pour écouter des années d'ignorance. Pourquoi je vous parle de cet épisode ? Parce que cet épisode traite de l'affaire des viols de Mazan et donc on est en plein dedans, c'est l'actualité. Donc je vous rappelle les faits, pendant des années Dominique Pellicot a drogué sa femme pour la soumettre sexuellement à des inconnus. Alors qu'est-ce que raconte cet épisode des années d'ignorance ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Caroline. Caroline, c'est l'une des filles de Muriel Pellicot. Elle raconte tout. Elle raconte l'histoire de ses parents. Et au début, c'est assez touchant finalement, parce que comme dans la réalité de l'affaire Pellicot, au début, c'est une famille normale, avec des crises de couple, avec quelques problèmes d'argent, mais tout va bien en réalité. Et puis après, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Et c'est aussi raconté par Caroline qui, sans pudeur, nous explique qu'elle n'avait pas tout vu ou que c'était très difficile d'ailleurs de voir en réalité ce qui se passait. C'est extrêmement touchant, évidemment. C'est un épisode de plus d'1 heure et moi, j'ai beaucoup été touché et j'ai beaucoup apprécié écouter Caroline qui se livre littéralement, qui explique avec pudeur, avec froideur, mais aussi avec beaucoup d'amour, amour pour sa famille, amour pour sa mère évidemment, qui explique de son prisme l'affaire des viols de Mazan. Voilà, c'est un épisode donc de Transfert et ça s'appelle Des années d'ignorance. Le 2 novembre, déjà on raccroche. À la fois il fait très froid dehors et moi je brûle de l'intérieur parce que je me dis que il y a quand même une forme d'étouffement où on se dit mais comment c'est possible. Et le lendemain matin, avec mes frères, on prend le premier train pour Avignon pour aller récupérer notre mère dans le sud. Parce que on peut pas la laisser toute seule dans cette baraque où plus d'une 50aine d'individus sont venus et certains même plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on se dit mais comment est-ce qu'on n'a pas pu voir les déviances du mec qui était notre père ? Et on se dit mais en fait on connaît pas cet individu et à la fois on est partagé parce que on est démoli de le savoir en cellule et de se dire il part pour être déféré dans une cellule de 9 mètres carrés et voilà. Et en même temps on a du mal à se dire mais en fait c'est notre père et en fait la personne dont on nous parle en vrai c'est un criminel qu'on ne connaît pas. Extrait de l'épisode Des années d'ignorance du podcast Transfert de Slate. Et on continue ces carnets avec un véritable ovni. 40 mètres les gars, c'est le podcast de Christophe Agius et Charlie Weber. Et Charlie Weber, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous écoutez RFM en bagnole le week-end. Il est à l'antenne entre 16h et 22h. Charlie et donc Christophe Agius. Alors Christophe, lui, il est commentateur de catch. Ils ont l'air copains dans la vie, je vous le dis. Et ils enregistrent un podcast qui est une émission de radio, presque. Enfin, dans le rythme en tout cas, dans les habillages, dans l'animation. Alors, dans la catégorie podcast, on a plutôt l'habitude d'entendre un rythme lent, quelque chose de posé, de conversationnel. Eux,
Pas du tout. Il y a beaucoup d'habillage, il y a du fun, des questions, des réponses. C'est 40 mètres, les gars. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe Azus. Le quiz. Calmez-vous. Chaud. Oui, chaud de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le thème, évidemment, nous fait monter l'essence directement dans le réservoir. L'essence n'est pas consommable. Voilà. Et voilà, on coupe pas son téléphone. C'est super. C'est qui? J'en ai aucune idée. Et il ne sait pas, mais peut-être vous le savez, il s'agit de Charlie Weber. Bonjour. Dont vous entendez la voix. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Il s'agit d'un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Pour qu'il puisse le faire aussi Merci, un peu, parce ça me que fait d'habitude, plaisir. il n'a pas trop l'occasion de le faire. Bon. Le thème aujourd'hui. Alcool. 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 Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Eh oh, on coupe avant là. Pardon. Laissez-moi le consommer avec modération. Bon. Alors moi je suis très client, bravo, c'est extrêmement bien animé, il y a beaucoup de rythme et de la compression dans les voix, donc on se croirait vraiment à la radio. C'est 40 mètres les gars, et pourquoi c'est 40 mètres les gars? Ça je ne sais pas. Donc Christophe, Charlie, si vous écoutez des ondes Vocast et ce carnet d'écoute, dites-moi pourquoi ça s'appelle 40 mètres les gars. C'est un truc entre vous, c'est une référence, je ne sais pas. Et ça m'embête. Et pour terminer, tu as écouté une émission de radio de Move. La radio street du service public Move, le week-end, samedi et dimanche, avec Captain Nemo. C'est Autoradio. C'est une émission diffusée le matin et on y retrouve les plus grands classiques du rap et du R&B. Alors on est vraiment dans les années 90-2000. Bon, c'est totalement ce que j'aime. C'est ma musique, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais ado. Donc le bon rap français d'Arsenic, Secteur A, tout ça. Les années 90 plus le rap américain, le R&B de l'époque avec Alia, Timbaland. Et alors, ce qui est cool, c'est que c'est animé, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a globalement 3 morceaux qui sont diffusés, généralement un titre de hip-hop français et puis deux sons américains. Et ensuite, Captain Nemo, il prend le temps, en fait, de se poser avec nous et de nous expliquer ce qui vient d'être diffusé, de nous donner des anecdotes sur les morceaux, qui les a composés. Ça nous replonge dans les souvenirs, par exemple, des producteurs, et il nous parle des featuring. Enfin, le gars a l'air de connaître extrêmement bien ce dont il parle. Tant mieux, en même temps, c'est ce qu'on lui demande. Mais voilà, c'est un bonbon cette émission, c'est sur Move. Moi perso je l'écoute souvent quand je suis en voiture, mais évidemment c'est dispo en replay, Autoradio. Alors pour toutes celles et ceux qui ont une quarantaine d'années comme moi et qui ont grandi dans le hip-hop des années 90 et 2000, c'est l'émission de référence. Allez-y, foncez, fermez les yeux et écoutez. C'était Independenza de I Am sur Move. Autoradio avec Captain Nemo. Gros morceau de rap français à l'instant, Independenza de I Am, vraiment la meilleure époque d'I Am pour moi, juste après l'école du micro d'argent. D'ailleurs c'était un morceau qui était potentiellement prévu pour l'école du micro d'argent, qu'ils ont fait juste à la fin de l'album. Il sortira finalement fin 98, presque un an après l'album, mais c'est surtout pendant l'année 99 qui va avoir une grosse résonance, notamment aux Victoires de la musique, où I Am va arriver en mode tribune politique, corse cagoulé. Ça va pas trop plaire au grand public, même si c'était un peu l'énergie du morceau, l'indépendance, etc. Mais c'est vrai que pour des gens qui écoutent jamais de rap et qui savent pas qui est I Am, les gens se sont pris comme ça une grosse déflagration, ils ont rien compris au concept et ça a été un gros tollé. I Am a dû s'expliquer après, alors qu'on a sûrement là un des meilleurs morceaux de I Am, la grande période avec Freeman, Akhenaton et Shuriken. Je vous recommande à fond d'écouter cette période entre l'école du micro d'argent et Revoir un printemps, sûrement le moment où le groupe I Am est à son meilleur niveau. On va continuer complètement avec un autre style dans Autoradio, vous le savez, on part du côté des États-Unis, de la Bay Area, le côté San Francisco, Oakland, avec un gros tube, I Got Five on It de Loonies. On était en 1995, c'était une sorte de Gin and Juice version Bay Area, gros sample de club nouveau, retravaillé. En plus ils ont le chanteur qui fait le I Got Five on It, donc c'est vraiment un gros lien de la musique et un pan culturel de la musique de la Bay Area qu'on va s'écouter tout de suite. I Got Five on It, Loonies, vous êtes bien sur Move, c'est parti. Extrait d'Autoradio sur Move.
Et alors, je connaissais pas du tout cet animateur, mais alors cette voix voilée, eh ben, ça m'a fait penser à Nagui. Mais j'ai bien vérifié et ben, non, c'est pas lui. Enfin voilà, merci Julien, on te retrouve tout à l'heure pour l'interview France Info. Des ondes Vocast. Rémi Bertolon, tu es de retour et on se replonge à présent dans les années 90. Et oui, effectivement, on est avec Kevin. Salut Kevin. Salut. Merci d'être avec nous, Kevin Pinto. Alors, tu es journaliste pour Combini. Toi, tu fais tout ce qui est sujet pop culture, c'est ça qui te plaît. Et tu as fait un classement des émissions de radio des années 90-2000 qui seraient peut-être même pas autorisées à l'antenne aujourd'hui. C'est ce que tu as souligné. Comment tu as réalisé ce classement? Comment tu l'as fait? Tu en as parlé avec les équipes de Combini ou c'est toi qui es parti dans tes archives? C'est ça. Alors, plutôt globalement, on écrit plutôt sur des sujets télé, mais ça faisait un petit moment que je leur proposais ce sujet radio, parce que c'est un média, moi, qui m'a toujours intéressé. Je suis un enfant des années 90 aussi, donc ces fameuses émissions, je les écoutais moi aussi quand j'étais un jeune préadolescent ou en tout début d'adolescence. Donc c'est des émissions dont je garde un souvenir un petit peu ému, on va dire. Et du coup, cet article, je l'ai réalisé avec déjà mes souvenirs, évidemment, les émissions les plus emblématiques, mes petites connaissances, on va dire, parce qu'il y a certaines émissions que j'ai certes jamais écoutées, mais qui sont connues d'absolument tout le monde. Je pense à Arthur et les Pirates. J'étais un peu trop jeune, mais bon, ça reste Arthur à la radio, et c'était une émission qui avait quand même qui faisait beaucoup parler d'elle à l'époque, donc je la connaissais. Et puis à côté de ça, des petites recherches sur internet pour peaufiner un petit peu l'article, pour mettre en avant peut-être des programmes qui étaient un petit peu plus oubliés. Donc ce petit mélange a fait que j'ai pu faire ce petit classement. Alors je vais pas spoiler, je pense que tout le monde imagine que la place numéro 1 de ce classement des 10 émissions cultes qui ont marqué les années 90-2000 et qui sont tellement provocantes qu'on pourrait pas les programmer à notre époque, eh bien c'est Love in Fun avec Doc Eddie-Fool. Elle est satisfaite lorsque tu as eu ton orgasme? Je crois, ouais. Oui, elle n'en redemande pas. Non, mais enfin, ça dépend, quoi, des fois, parce que le truc, c'est que j'arrive à me retenir vachement longtemps, quoi. Oui, j'arrive à me retenir. Le temps nécessaire. Ouais. Le temps qu'il lui faut, mais c'est bien. Ouais, mais bon, des fois, c'est peut-être un jeu aussi, parce que on entendait la dame, la fille qui parlait tout à l'heure, avant nous, et qui disait qu'il y avait de la monotonie. Nous, on a la chance de vachement s'éclater, on fait l'amour partout. Donc tu as la chance de vachement l'éclater. 92-98 pour cette version de Love in Fun avec Doc et Eddie-Fool. Alors, en réécoutant les archives, tu t'es dit, toi, cette émission, jamais on pourrait la mettre à l'antenne telle qu'elle dans son jus. Non, c'est pas tant qu'on pourrait pas la remettre, parce que elle avait même une seconde vie. C'est surtout sur certaines autres émissions, notamment pour ceux qui vont lire l'article, celle qui est classée numéro 2. Non, Love in Fun, c'était, je pense, qu'il y avait une vraie utilité, puisqu'il parlait à des adolescents qui se posaient certaines questions sur leur vie qui débutait, sur certains aspects, sur leurs hormones qui les travaillaient. Après, oui, il y avait certains moments où ça pouvait un petit peu déraper. C'était aussi la magie de ces émissions. Tu prenais des auditeurs en direct, tu savais pas vraiment ce qui allait t'attendre. Mais je pense que ça reste la plus emblématique. Elle a même été parodiée un sacré paquet de fois. Je pense à Decauné Garcia pour citer la plus connue. Mais oui, je pense sincèrement que c'est sans doute la plus marquante, la plus emblématique, et dans la durée, dans la liberté de ton, et sur le fait qu'il donnait la parole aux plus jeunes sur des sujets qui pouvaient prêter à rire, mais qui finalement étaient plutôt importants. Alors, ce qui poserait plus problème, c'est une émission comme Les Débats de Gérard, parce que on n'aurait peut-être pas confiance en celui qui mène les débats. Là, clairement, quand j'ai titré certaines qu'on ne pourrait plus diffuser aujourd'hui, je pensais très précisément au Débat de Gérard. Il y a un livre qui est sorti il y a pas si longtemps, justement, qui revient sur toute cette histoire. Là, clairement, Les Débats de Gérard, c'est totalement indiffusable aujourd'hui pour celles et ceux qui connaissent pas ou qui se rappellent pas. C'était, on peut le dire comme ça, un dîner de cons géants où c'est un ancien auditeur du Star System de Max qui était, alors je prends des pincettes pour le dire, sans faire offense, un peu léger intellectuellement, qui était qui était alcoolique également, qui appelait, qui tenait des propos un petit peu désordonnés, et à cette personne, ils ont dit, écoute, on va te donner une émission à toi, donc les fameux débats de Gérard, où il traitait de thèmes d'actualité, et en fait c'était des auditeurs récurrents qui appelaient,
quasiment tout le temps les mêmes, qui changeaient de nom, qui changeaient de voix, et le seul but c'était de se moquer du fameux Gérard, de le faire s'enrager parce qu'il est vrai qu'il s'énervait assez rapidement, notre ami Gérard, et avec le recul, oui, c'est vraiment, faut s'imaginer une émission de radio créée uniquement pour se foutre de la gueule de... Pardon. Ouais, tu peux le créée dire, uniquement ouais, pour ouais. se moquer de... Mais c'est vrai que créée uniquement pour se moquer ouvertement de quelqu'un, quoi. à l'époque, c'était ambigu, ça l'est toujours. Est-ce que c'était vraiment un dîner de cons? Est-ce qu'il n'avait pas conscience de tout ça? Après, c'est toute la discussion autour de la personnalité de Gérard. Oui, bien sûr. Bah, il y a beaucoup de forums qui existent. Alors, paradoxalement, il y a les débats de Gérard, c'est énormément archivé sur Internet. Il y a quasiment toutes les émissions. Il y a des forums, des groupes Facebook avec beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Et pour les avoir parcourus, il y a un vrai débat à ce niveau-là. Pour certains, c'était clair que il profitait de sa naïveté et de sa bêtise, on va dire. Pour d'autres, il était, comme tu l'as remarqué, peut-être un peu content. Il se doutait un petit peu qu'on l'utilisait. Donc c'est ça aussi qui fait peut-être un peu la magie, si on peut appeler ça comme ça, de cette émission, c'est que même 20 ans après, il y a toujours cette petite ambiguïté sur qu'est-ce que Fun Radio cherchait vraiment avec ça, est-ce que c'était bon enfant, est-ce que c'était vraiment méchant, et bon, ça reste une émission emblématique malgré tout, quoi, en tout cas. Alors vous qui nous écoutez, imaginez, vous êtes directeur d'antenne. Est-ce que vous mettez à l'antenne, là, début janvier, par exemple, à 8h20 en plein morning, ce jeu? L'orgasmotron. Plus c'est long, plus c'est bon. Oui, oui. Ah, encore Arthur. Bon anniversaire. Oui, avec les préservatifs Fun Radio. Oui, encore. Ah oui. Jean-Luc, si tu veux bien la finir, on va pas la laisser dans cet état non plus. Mais pourquoi tes copains la tâchent? L'orgasmotron, évidemment, quand Arthur s'autoproclamait l'animateur le plus con de la bande FM en 92. Là, c'est rideau. Le soir, on pourrait faire un jeu comme ça, mais le matin, en prime, c'est pas possible. C'est un peu plus compliqué. Après l'orgasmotron, on va dire, là, je classe ça dans une autre catégorie, c'est... ça allait dans le ton des années 90, on va dire. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, il y avait certaines émissions, notamment présentées par Nagui, ou une émission sur TF1 présentée par Fabrice, où des maris devaient reconnaître leur femme qui était cachée, mais avec juste leur sein qui sortait d'un mur troué. T'avais même les simples pubs pour les yaourts où le shampoing, c'était toujours un bon prétexte pour montrer de la nudité à l'écran. Donc finalement, l'orgasmotron, je pense que ça s'inscrit plus dans la liberté de ton de l'époque. Comparé on parlait des débats de Gérard, comparé à ça où on peut le remettre en question. Là, on va dire que l'orgasmotron il faisait aussi des jeux où les gens devaient tout casser chez eux et faire entendre au téléphone qu'ils cassaient bien tout chez eux pour gagner l'argent. Je pense que ça, c'était plus l'époque qui voulait ça. Alors, est-ce qu'on pourrait le diffuser, pas le diffuser? C'est une bonne question. On pourrait peut-être le soir, tu vois, sur une émission du soir, sans doute, peut-être pas à 16h ou peut-être pas effectivement dans une matinale. En allant au boulot, on imagine assez peu écouter quelqu'un imiter des orgasmes, effectivement. Bon, surtout que les matinales maintenant sont de plus en plus familiales, même sur les formats plus jeunes. Et puis il y a une catégorie que je pourrais presque appeler catégorie punk, qui regroupe plusieurs émissions que tu as mis dans ton top 10 sur Combini. T'as le Rock'n'Roll Circus et t'as Super Nana. D'ailleurs, tu nous cites dans le podcast avec un extrait, c'est sympa. C'est vrai que c'était un esprit, ça, des années 90-2000, l'esprit un peu punk, rock'n'roll, on pousse un peu les limites. Oui, c'est ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec l'émission d'Arthur. C'était une période où t'es dans l'enchaînement des années 80 qui était sensiblement pareil. T'avais une énorme liberté. En plus, tu parlais de Super Nana. Elle vient de la radio Carbone 14, qui était réputée parmi les premières radios libres comme étant la radio qui a été très éphémère, mais alors très très punk. C'est totalement le bon mot, justement. Où à l'époque il y avait Jean-Yves Lafesse, etc. Professeur Choron, c'était vraiment. Donc Super Nana, elle était vraiment dans cette énergie-là, un peu de
je fais ce que je veux à l'antenne, je dis ce que je veux à l'antenne. Ça plaisait forcément aux auditeurs à cette époque. Ça plaisait un petit peu moins en CSA parfois, évidemment, comme très souvent malheureusement. Mais ouais, c'était une énergie, on va dire différente. Mais c'est ce qui a fait et le charme de ces émissions, et c'est pour ça que c'est intéressant de réécouter tout ça, parce que c'est c'est le marqueur d'une décennie, voire de deux décennies si tu comptes les années 80 avec. C'est un peu ce mélange qui est sympa à réécouter maintenant, justement. Alors, il y a la petite surprise, et n'étant pas auditeur à l'époque, c'est vrai que j'ai pas trop d'avis. Justement, je voulais avoir ton ressenti. T'as mis dans ce top 10 Allô Macha. Oui. Sur France Inter. Alors, bon, Allô Macha, je dois l'avouer, j'étais un petit peu jeune et c'était pas forcément ce que j'écoutais non plus, mais de par mes recherches, l'émission a duré, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. C'est forcément incontournable. Alors, de ce que j'ai pu un petit peu écouter, de ce que j'ai lu, on n'était pas sur l'émission la plus joyeuse de la radio. C'était vraiment visiblement des gens un peu solitaires, un peu isolés, qui appelaient pour retrouver un petit peu du réconfort auprès de Macha Béranger, et apparemment qui avait vraiment réussi à créer une atmosphère assez spéciale, parce qu'elle avait cette voix grave très caractéristique, et avec une ambiance qu'elle avait réussi à mettre un petit peu feutrée, même si c'est de la radio. Et visiblement émission très emblématique, que je dois bien avouer, je n'ai pas écouté à part pour préparer le podcast, mais oui, mais on était déjà dans ce fonctionnement de gens qui appellent pour parler un petit peu de leur vie, etc. Et visiblement, vu la longévité de l'émission, faut croire que c'est ce que les gens attendaient, du coup. Eh ben, en tout cas, un classement qui est efficace. Regarde, ça nous a permis d'en discuter de toutes ces émissions de radio. Et tu parles souvent de la télé aussi dans tes articles sur Combini. Et puis, tu as un podcast Bebop, dernier épisode là que tu as sorti et qu'il faut pas louper. Exactement, ça fait. On a lancé le podcast Bebop avec des amis en fin 2020, et donc là, on arrive au bout des 4 ans, et ça va être le dernier épisode. Mais bon, si certains auditeurs ou auditrices veulent y jeter une oreille, il y a beaucoup d'épisodes à rattraper, et donc on parle des années 90 et un petit peu des années 2000 à travers des thèmes comme la télé, le ciné, la musique et des faits de société. Donc chaque émission est divisé en quatre chroniques, et voilà, c'est l'occasion de se remémorer certains souvenirs télévisuels ou des phénomènes de mode, etc. Le très sympathique Kevin Pinto, journaliste Combini, pour son article paru, est toujours dispo. T'es pigiste aussi, et c'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci Kevin. C'était un plaisir aussi, merci beaucoup. Des ondes Vocast, l'invité. Et pour notre grande interview ce mois-ci, Julien Vigier, tu t'es intéressé à France Info. C'est une voix bien connue et bien identifiée de France Info, désormais deuxième radio de France. Frédéric Carbone est l'invité des ondes Vocast pour l'épisode de décembre. Eh bien, bonjour Frédéric. Bonjour. Deuxième radio de France. Moi, j'ai envie de commencer par ça, parce que ça a été quand même la grande surprise. France Inter numéro 1, ça, il n'y avait pas de débat. Mais enfin... que vous arriviez seconde radio de France, c'est-à-dire devant RTL, devant Énergie, ça c'était pas vraiment prévu. Comment ça s'est passé en interne ? Ça a été un peu un petit séisme bien agréable, parce que on voyait depuis 1 an, 2 ans, les courbes avec RTL commençaient à se rapprocher, donc ça n'a pas été une surprise absolue. C'est jamais des effondrements absolus qui créent ce genre de choses, mais néanmoins une excellente surprise. On reste modeste, c'est sur une vague, on verra ce qui se passe après, mais ça dit que France Info va bien, et c'est très agréable, évidemment. C'est un petit peu comme en politique, on parle de tendance, et là c'est plutôt une bonne tendance pour France Info, et peut-être un peu moins aussi pour les autres. C'est pour ça que les courbes se croisent. On sait que les généralistes ont des problèmes, à part France Inter, qui marche extrêmement bien. On sait que pour les généralistes, c'est compliqué. Après, ce que ça dit de positif pour nous, c'est que c'est une tendance d'assez longue durée, c'est-à-dire que autour de 9% de 9 points d'audience depuis 2 ans et demi, c'est bien. Voilà, on est sans doute la radio qui fluctue le moins, entre guillemets, sur la longue période. C'est comme ça qu'il faut regarder aussi. Et là, on est sur un plateau élevé, et c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a de la confiance et de l'adhésion, j'espère.
Voilà, donc bon, on l'aura bien compris, il n'y a pas eu énormément de champagne à l'antenne, on reste prudent, hein, c'est ça? Oh non, il y a eu un peu. Ah, quand même, ça me rassure. Évidemment qu'on a fêté ça. Évidemment, hors antenne, évidemment. Après le CFPJ de Frédéric Carbone, on est en 91 et c'est le premier stage dans la grande maison, la maison ronde. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et vous, votre parcours, en fait, Frédéric Carbone, c'est vraiment le parcours du journaliste qui a fait des études, donc CFPJ, je crois, et puis ensuite, ensuite la maison ronde. Il y a pas eu de privé, il y a rien eu. Hein. C'est totalement un parcours de service public. Ouais, c'est 33 ans de service public. Ça ne veut pas dire que ça aurait jamais pu être dans le privé, mais ouais, j'ai un gros attachement au service public. Ouais. J'ai une fierté. Allez, employons le mot. Allons-y. J'ai très peu travaillé en radio locale. Ça c'est vrai. En revanche, à Paris, j'ai des belles histoires dans les 3 grandes rédactions de Radio France. Et ça, j'en suis super content. À France Culture, où j'ai fait beaucoup de présentations, un peu d'encadrement. À France Inter, où j'ai fait beaucoup de reportages et un peu de présentations. Et à France Info, où je suis depuis plus de 15 ans maintenant, et où j'ai fait pas mal d'encadrement et pas mal de présentations. En tout cas, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on va parler radio et notamment du succès de France Info et vous avez l'expérience et la connaissance de ce média, donc les résultats d'audience qui sont solides en ce moment, on en a parlé, seconde place en audience cumulée. Rapidement, alors les clés de ce succès, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que France Info mise notamment beaucoup sur une proximité, une authenticité et puis pour l'avoir écouté depuis des années, parce que moi aussi j'ai quelques années derrière moi, peut-être quelque chose d'un petit peu plus rond, un petit peu plus souriant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, oui, il y a deux trucs, c'est-à-dire que on essaye de garder depuis la naissance de la radio l'ADN qui est l'info et raconter le plus justement, le plus précisément, avec le plus de réactivité ce qui se passe. Et en même temps, on essaie de le faire depuis quelques années. Ça a mis du temps, mais c'est bien. Il y a une morale là-dedans, c'est que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Quelque chose effectivement de plus fluide, de plus incarné, où les personnalités s'expriment plus comme elles sont. Il y avait quelque chose. Alors moi, j'étais pas encore, mais au début de France Info, vraiment l'idée c'était, il faut presque pas reconnaître la personne qui parle. En gros, il y a un modèle et tout le monde doit faire la même chose. Et ça a marché. Enfin, ça a permis de créer Info, ça a permis qu'on la reconnaisse. Et là, depuis, c'est pour ça que je dis il y a une morale. Ça fait 15 ans que j'y suis. C'est quelque chose, c'est un sillon qui est creusé depuis cette période-là. Et ça met du temps parce que c'est normal aussi. Puis ça a peut-être désorienté certains auditeurs qui étaient habitués à plus de froideur. Bon voilà, ça a désorienté aussi des journalistes à qui on dit maintenant on va pas faire exactement pareil. Et ça me permet de dire que les capacités d'adaptation dans le service public, on les a et largement. C'est venu alors vous pouvez parler ici, on est entre pros de la radio. C'est venu d'une certaine direction particulière, d'une réflexion. C'est il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'on voyait que il y avait l'arrivée, par exemple, des chaînes de télévision avec beaucoup de hard news et donc il fallait se différencier aussi. Comment c'est venu? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu? On se replonge dans les souvenirs. Il y a une quinzaine d'années, dans un bureau, on dit maintenant, on va un peu plus incarner. C'est venu progressivement. C'est d'abord, c'était avant que j'arrive, donc avant il y a 15 ans, quand Pascal Delannoy était le patron de France Info, déjà. D'accord. Commençait à mettre un peu plus de vie. Et puis oui, la période que j'ai moi très bien connue avec Philippe Chaffanjon, Francis Tiskevich, où oui, c'était vraiment un peu le mantra, quoi. Voilà. D'accord. Sans devenir une généraliste, parce que France Info ne sera pas une généraliste, parce que voilà, c'est de l'info et c'est très bien, et ça il faut absolument pas y toucher. C'est vrai que, alors moi j'avais en tête un peu Laurent Guimier, effectivement, parce que c'est un peu ce qui le caractérise aussi, puis lui il est passé aussi par le privé, mais c'est vrai qu'il y avait à un moment donné ce changement un peu de paradigme, et ça continue encore, puisque hors antenne, Frédéric m'avait dit attention, il faut appuyer sur le 12-15 qui était le 12, c'est votre tranche, avant c'était le 12-14, maintenant c'est le 12-15, et elle a un peu changé depuis le début de la saison. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe dans cette tranche, et justement est-ce qu'elle symbolise pas un petit peu justement ce côté info, proximité, sourire et puis culture, quoi? Sans doute parce que c'est aussi une tranche, c'est pas la matinale
où on est obligé par l'horaire, le rythme, on est un peu corseté, donc et on change des trucs sur la matinale, mais on peut pas bouger, on peut bouger qu'à la marge, et puis c'est là où il y a la concurrence la plus rude. Oui, à la mi-journée, on a initié deux rendez-vous nouveaux cette année, un rendez-vous d'échange avec les auditeurs, pas forcément au téléphone, mais qui laisse des messages sur les réseaux, sur le site internet de France Info. L'idée étant d'aller plus loin dans l'info. Vous avez écouté ce matin, hier, il y a des sujets où vous comprenez pas tout, vous trouvez que c'est pas bien expliqué, vous voulez aller plus loin, posez votre question, et les gens de la rédaction, les spécialistes de la rédaction vous répondent, parce que les spécialistes de la rédaction, ils sont parfois aussi compétents que des experts extérieurs pour et surtout c'est leur boulot, les journalistes, de synthétiser et expliquer comme ça. Donc il y a un rendez-vous comme ça à 1h moins le quart, rediffusé à 3h moins le quart. Ouais. Et il y a un petit bébé que j'aime bien, une demi-heure culturelle au sens large à 13h30. Faut savoir que c'est Marie Bernardo qui pilote la tranche 12-15 cette année, et moi j'interviens avec elle, avec les auditeurs, et à 13h30 dans ce rendez-vous culturel qu'on a appelé tout public pour dire voilà, c'est ouvert, bienvenue à tous. L'idée c'est de mettre plus en valeur, en prenant un peu plus de temps, l'actualité de la culture, c'est classique, et puis tout ce que le monde de la culture a à dire de l'actualité, pas sur un mode parler de tout et de rien, mais je sais rien, je vais prendre un exemple, quand l'écrivaine Alice Zéniter publie à la rentrée un roman, certes, mais très ancré sur la Nouvelle-Calédonie, son histoire récente, elle a autant de choses à dire, à faire comprendre aux auditeurs sur tout le chaos qui se passe là-bas, que d'autres profils, avec sa sensibilité, avec sa connaissance. Donc voilà, on essaye, je mets plein de pas de guillemets, mais de modestie là-dedans, mais il y a un petit enjeu démocratique là-dedans. Ouais. Voilà, modeste, on n'est pas, et puis je suis pas là pour corriger le tir par rapport à ce qui se dit ou ce ailleurs, c'est pas du tout le truc. Mais ces voix-là méritent d'être entendues. Voilà, donc et c'est ce qu'on entend un petit peu, c'est ce qu'on entend aussi de toute façon avec les experts le matin dans la matinale ou l'invité média par exemple. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'infos évidemment. D'ailleurs, on va en parler de l'info pure et dure, mais c'est vrai qu'on respire et qu'on sourit. On se donne un peu plus de temps, on s'installe un peu, voilà. Après on garde le même rythme. Vous le délocalisez aussi, hein. C'est-à-dire que vous, Frédéric Carbone, il s'avère que moi c'est souvent le matin que j'écoute la radio. Et alors je sais pas pourquoi, c'est souvent aussi pendant la tranche de Frédéric Carbone, ça tombe sur vous et régulièrement vous êtes en extérieur pour suivre des faits d'actualité et qui ont un rapport avec peut-être aussi des fois la planète et l'écologie. Ça c'est vachement bien, je trouve. Ça c'est ce que c'était, parce qu'on le fait plus cette année, mais bon, les choses évoluent. On a fait ça pendant 2 ans sur les questions d'environnement. Ça c'était une idée de Baye, Jean-Philippe Baye, l'ancien patron d'Info, qui est parti là pendant cet été. Vraiment, quand il m'a confié la mi-journée, le 12-14 à l'époque, c'était avec l'idée que ce soit la tranche qui sorte un peu. Alors d'autres tranches sortent sur des trucs d'actu. Il y a d'autres présentateurs qui les actions américaines, je ne sais quoi, ou Notre-Dame flambe le lendemain matin, on est là-bas. Bon, voilà, il y a évidemment des sorties comme ça réactives, on va dire, ou anticipables parce qu'une grosse actualité. Là, c'était l'idée, oui, d'aller sortir un peu le studio sur le terrain. On l'a fait d'abord sur des trucs politiques, parce que ça devait être l'année des municipales. Donc on l'a fait sur des délocalisations politiques. Enfin, l'idée étant d'aller d'aller voir ce qui se passe dans certaines villes, bien sûr. Pour creuser des thématiques, et là encore une fois en étant au plus près. Et puis après la présidentielle, on s'est dit on va continuer à sortir, c'est bien, et je sais plus si c'est moi ou si c'est lui, peu importe, et l'environnement c'est bien, et c'est bien de le faire comme ça, c'est bien de le faire, les solutions entre guillemets ou les expérimentations vues d'un coin où ça parle particulièrement, et on a fait ça pendant 2 ans, voilà. Et c'est pas du tout Agnès Varamian arrivant qui a mis fin à ce qu'avait fait Baye, parce que c'est lui qui a préparé la grille de rentrée.
Et cette année, on est parti sur autre chose. Voilà. Il y a des émissions qui sont devenues des marqueurs forts sur la grille d'antenne. Je pense notamment aux Informés, le matin, le soir. Ça c'est des émissions qui sont importantes, mais dont il faut se méfier un peu parce que quand même, on peut regretter chez certains confrères, notamment à la télé, d'inviter beaucoup de monde sur des plateaux pour parler blablabla sur des sujets. Là, comment on fait à France Info pour, pendant une demi-heure le matin et 1 heure le soir, ne pas faire le café du commerce, quoi? C'est tous les jours le défi. J'ai du mal à vous en parler précisément parce que j'ai jamais fait cette émission-là, mais le parti pris, oui, il est d'être le moins café du commerce possible. Dans les Informés du soir, depuis 2 ans, ils ont intégré des experts sur des thèmes particuliers. Alors la politique, c'est entre guillemets le plus simple parce que voilà, il y a beaucoup de journalistes politiques, oui, les rédacteurs en chef de la presse, voilà. Bien sûr, oui. Mais sur les autres sujets, oui, on essaye d'ouvrir à des gens qui connaissent vraiment bien leur sujet, quoi. On y fait attention. C'est là aussi où je veux en venir. On y fait attention à ça parce que aujourd'hui, avec cette information qui va vachement vite, qui est bien sûr aussi sur les réseaux sociaux tout de suite stigmatisé, et qui est tout de suite, on va dire, polarisé. Voilà, il faut faire attention quand on fait des émissions de plateau à pas avoir que des pour, des contre. Enfin, ça doit être quand même compliqué, non? C'est compliqué, mais alors, après là, je parle à titre strictement perso. Ouais. Évidemment qu'il faut se tenir hors de la polarisation qu'il y a, c'est-à-dire au sens où on n'est pas là pour faire du bruit et de l'engueulade entre les uns et les autres, ou au contraire ne donner la parole qu'à un camp le plus bruyamment possible. Après, on est dans un monde où cette polarisation est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et un média ne peut pas s'abstraire des réalités, quelles qu'elles soient, même si on les regrette. Où on a du mal avec. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi veiller à ne pas être au côté pernicieux et un peu piège du côté le camp de la raison face au camp de la polarisation. L'info juste, c'est comme ça qu'on dit sur France Info, et juste l'info, voilà, c'est vachement bien trouvé, hein, ça. En tout cas, les équipes qui ont trouvé ce claim là, ce slogan, c'est vachement bien. L'info juste l'info. Moi je suis un peu perdu. Avant, c'était toutes les 10 minutes. L'info, maintenant, c'est tous les quarts d'heure. Il y a eu un petit changement, non? On est d'accord ou pas? Ouais, il y a un petit changement de rythme. Alors pas tout le temps. En matinale, ça reste, je crois, toutes les 10 minutes. Le reste de la journée, tous les quarts d'heure. Parce que c'est quoi? C'est suffisant, en fait, tous les quarts d'heure, et c'est quand même curieux de se dire, à un moment donné, la promesse produit, c'était toutes les 10 minutes, et ensuite, ça passe à tous les quarts d'heure. Là, c'est vraiment une question de technicien de la radio, hein. Alors, je crois que les raisons qui ont présidé à ça, il y en a 2. Il y en a une de fond, entre guillemets, c'est le côté anxiogène du toutes les 10 minutes venir répéter ce qui parfois peut avoir un côté anxiogène. Et puis une autre purement de forme, mais qui compte, qui est de dire on veut faire une radio plus aérée, on veut faire une radio plus fluide. La rythmique de casser toutes les 10 minutes, mais qui sont pour de vrai du coup 8 minutes, 7-8 minutes par le flash info, par aussi séquence. Nécessaire soit-il, aussi ça faisait que, entre guillemets, la grille s'entendait à l'antenne. Voilà, s'entendait un peu plus à l'antenne. Voilà, après, honnêtement, alors, il y a sans doute des gens qui se disent merde, j'ai perdu mes repères, hein, ça c'est sûr. On n'est pas non plus dans quelque chose, on a choisi de supprimer les flash infos, de réduire de que ça soit plus l'ADN, la béquille, voilà, ça le reste. Bon, j'ai connu, moi, depuis le temps que j'y suis, beaucoup de tourniquets de ce genre-là. Celui-là est pas une révolution absolue non plus, quoi. Bon, je suis obligé de parler un peu du canal 27, parce que c'est curieux quand même de se dire que cette radio-là est numéro 2, bon, France Inter est numéro 1 également, donc il y a une vraie appétence du côté radio, les auditeurs en tout cas plébiscitent le service public, mais à la télé, alors ça ne prend pas, hein, on va se le dire, Frédéric Carbone, ça ne prend pas. C'est dû à quoi? Au fait que ce soit sur le canal numéro 27, qui peut-être va changer d'ailleurs, hein, mais...
Je vais pas vous faire une réponse de diplomate. Ah non, on n'est pas là pour ça. Mais et puis en plus, très honnêtement, c'est quand même deux médias. On a le même nom. On fait des choses en commun, les informer, des choses comme ça. Mais après, chacun travaille dans son coin. Vous voyez, on n'est pas. Mais c'est pas pour dire cela, c'est pas moi. Mais la réalité, c'est celle-là. Ouais. Après, honnêtement, nous, on bénéficie quand même d'un truc, c'est que sur le créneau de la radio d'info continue, on était non seulement les premiers, mais on est les seuls. On est la seule radio d'information continue. Même si les généralistes, depuis 30 ans et plus que Info a été créé, même si les généralistes font beaucoup plus d'infos aujourd'hui qu'elles n'en faisaient à l'époque, faut quand même regarder les généralistes qui sont de plus en plus des chaînes d'infos. Moi, j'ai connu, je suis pas du 18e siècle, hein, j'ai connu France Inter avec de la musique en matinale, hein, des chansons en matinale. Comment imaginer ça aujourd'hui? Mais en termes de radio, on est là, la première et la seule radio d'info continue. À l'inverse, le Canal 27, c'est la petite dernière des chaînes de télé d'info continue, où il y a une concurrence qui est féroce, avec d'énormes moyens en face. Donc voilà. Et peut-être qu'en télé, alors c'est plus facile aussi de faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'info un peu polarisée, un petit peu show entertainment, et ce que ne fait pas du tout France, le canal 27, et c'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Le canal 27 et moi je trouve que c'est bien pour le coup, comme c'est le service public, peut se permettre d'avoir une offre différente et a une offre clairement différente des autres. On va regarder télé d'info continue. On va regarder ce qui se passe avec la nouvelle numérotation, parce que mine de rien, hein, si ça bascule, ça peut changer quand même des choses. Oui, ça peut changer, mais à la marge. À titre personnel, vous qui avez connu notamment les États-Unis, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été longtemps correspondant aux États-Unis. L'info mondiale, le traitement de l'info dans le monde, vu par ce qui se passe aux États-Unis, où il y a certaines chaînes historiques qui font des scores, c'est la Bérésina, et d'autres chaînes qui sont très très polarisées, qui deviennent des mastodontes d'audience, et puis des fake news, et puis même des hommes politiques qui vivent de ça. Ça doit quand même faire bizarre, non? Ouais, oui. Mais ça fait bizarre. On n'est pas encore. On n'est pas exactement sur le même modèle, mais il y a des choses. Enfin, ce que Fox News, qui est dépassé aujourd'hui par d'autres chaînes, Newsmax et autres, encore plus radicales. Je pensais à ça justement, des chaînes qui sont encore plus radicales. Mais ça a donné des idées en France. Enfin, voilà. Quand CNN est né, ça a donné des idées en France, de chaînes de télé d'info continue. Quand Fox News s'est démarqué, ça a donné des idées en France. Chacun à sa façon. En radio, il y a une énorme différence. C'est que ça n'existe pas, les radios généralistes aux États-Unis. Ça n'existe pas. On a un paysage radio qui est totalement différent. Il y a la radio privée, la radio publique, NPR, mais qui se rapproche plus, on dirait ici, de France Culture que de l'ensemble du service public Radio France. Et après, il y a des chaînes très locales, très musicales, très segmentées jeunes, très segmentées musique country, très service. Donc le paysage radio, il y a pas du tout l'équivalent de France Info. Mais néanmoins, on voit quand même un rapport à l'actualité, et surtout à l'information qui est en train un peu de changer, avec des hommes politiques qui disent moi l'information, la véracité, je me la mets par-dessus l'oreille. On commence à l'entendre un peu en France. On l'entend en France. Oui, on l'entend aussi. Et alors vous qui êtes professionnel de cette information, qui l'a donnée à l'antenne, pardon de dire comme ça, ça doit vous rendre fou en fait. C'est plus difficile de faire son travail, sans doute qu'avant. C'est très bien en même temps de se dire on dispense pas une parole d'évangile, donc ça il faut se battre, et c'est jamais mauvais, et se remettre en cause c'est jamais mauvais, et penser contre soi-même c'est jamais mauvais, et moi le slogan l'info juste que j'aime énormément, il y en a même un que je préférerais pour nous, c'est la radio-réalité. Je sais que c'est connoté, que ça peut avoir un côté provo quand on voit la télé-réalité, mais c'est-à-dire que c'est à la fois la réalité de l'info qu'on donne, et ça c'est le côté info juste, évidemment. C'est-à-dire que le contrat numéro 1 de confiance avec les auditeurs de France Info, c'est que ce qu'on dit est vérifié, recoupé. Après, on peut toujours se planter, évidemment, mais que ce contrat-là, il est respecté. Et puis, connaît la radio du réel.
de reportage sur le terrain, ce que vous disiez, sortir, être délocalisé, voilà. Et ça, je pense qu'une partie de la réponse à la défiance, elle est aussi là. C'est-à-dire que, encore une fois, sans être démago ou t'as raison si tu gueules, enfin voilà, ce genre de choses. Mais non, on est là, on est comme vous. On fait un métier qui n'est pas plombier ou boulanger, mais on fait un métier et on le fait au plus près de vous. Voilà. Je pense, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas simple. Hein. C'est évidemment pas simple. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est bien dans l'esprit France Info avec vous. Dernière question. Vous êtes à l'antenne jusqu'à quand en fait? Alors? C'est quoi? C'est la date de la retraite? Bah non, je sais pas. Je me posais la question. Je me dis, est-ce que c'est planifié comme ça? Est-ce que vous le savez déjà? C'est pas condescendant. Attention, hein, je pose la question. Non. C'est évidemment pas planifié. Je sais qu'à l'âge que j'ai, une partie de ma vie professionnelle, la plus grande partie est derrière. Moi, j'ai pas envie de faire autre chose que de l'antenne, en tout cas. Voilà. Après, il peut y en avoir d'autres types d'antennes, mais j'ai fait pendant un temps le desk, tout ça, c'est fini. Ouais, ou de la chefferie, parce qu'à mon âge et mon expérience, c'est aussi une des voies, bien évidemment. Et j'adore, tout ce que je peux transmettre à la relève qui est là, et bien là, évidemment, ça compte énormément aujourd'hui. Mais ouais, l'antenne, c'est c'est le Graal. J'ai l'impression que c'est l'endroit où j'ai l'impression que je m'exprime le plus, le mieux, enfin où je suis le plus à l'aise et où je peux apporter le plus à cette radio. Donc voilà, tant que j'ai cette impression-là, il y a pas de raison. Après, on peut faire d'autres choses. Voilà, cette année, je fais un petit peu autre chose par rapport aux années précédentes. Je considère pas qu'on est, en tout cas, qu'on a un truc qui nous est vissé jusqu'à ce que la retraite arrive, quoi. C'est normal, ça. Ça, c'est très bien. Ok, non, mais c'était pour savoir s'il y avait une envie de passer à autre chose ou d'arrêter. Apparemment, non. Aucune. Ah non, j'ai aucune lassitude de l'antenne, aucune. Non, puis là, avec ce que je vous dis, non. Au contraire, essayez d'imaginer. Bon, et puis c'est pas l'actualité du mois de décembre avec les différents budgets et censures, etc. Il va y avoir des trucs à raconter. L'arrivée de Donald Trump au mois de janvier. Enfin, il se passe toujours des trucs de toute façon qui sont hyper prenants. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun. Merci beaucoup Frédéric. Merci et à très vite. À bientôt. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux au micro. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve le 1er janvier 2025 avec toujours plus d'infos radio et, attention spoiler, l'interview d'un grand matinalier en national. Et comme d'habitude, d'ici là, faites parler de ce podcast autour de vous. Salut! Des ondes Vocast.